Hello, 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 hello. On se retrouve aujourd'hui pour un autre preview, ou un autre aperçu, dis-je bien, puisque c'est rendu en français cette année, excusez. Pour un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2023-2024 de la LNH, et cette fois-ci on s'attaque au Kraken de Seattle. Du côté du Kraken de Seattle, on a connu une saison que je qualifierais de plutôt ordinaire. C'était vraiment pas une saison qui était exceptionnelle. 100 points, on a terminé septième, donc on a fait les séries, mais tu sais, vraiment borderline. Et puis là, rendu en séries éliminatoires, on a surpris. On a réussi à sortir quand même les champions en titre en 7 matchs, Avalanche Colorado en première ronde. Et on a donné beaucoup de fil à retordre aux Stars de Dallas aussi, qu'on a finalement dû s'incliner en 7 matchs du côté du Kraken. C'est une organisation qui est une organisation qui vraiment joue, je vous dirais, assez steady avec 3 trios. Donc le temps est bien partagé au niveau de ces trios. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est ce qui fait que l'équipe a là de la profondeur. Et évidemment, en séries éliminatoires, c'est là que la profondeur elle compte vraiment beaucoup. Alors, du côté du Kraken de Seattle, ben, il y a ça qui est vraiment d'intéressant qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a une organisation il y a plusieurs marqueurs de 20 buts ou des marqueurs de comme 15 à 25 buts. Là, il y en a plusieurs du côté du Kraken. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant au niveau de l'unité de corps, au niveau de l'unité de l'organisation. Puis sinon, ben, une autre affaire aussi que moi j'aime beaucoup du Kraken de Seattle, c'est comment ils construisent leur équipe. Parce que eux, contrairement aux Golden Knights de Vegas, ils essaient d'y aller un peu plus par le repêchage. Donc, essayer de bâtir leur équipe à long terme et non d'essayer d'avoir un succès instantané. Comme on le sait, Seattle, il y avait déjà un fanbase de hockey, donc il n'y avait pas de stress à ce que l'équipe soit performante rapidement, comparativement à Vegas où on avait un sentiment d'urgence parce que là, c'était le premier sport de haut niveau à s'établir à Vegas depuis je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, bref. Donc, c'était la première équipe des 4 grandes ligues sportives nord-américaines à s'établir là-bas. Donc, c'est ce qui faisait qu'à la fin de la journée, on avait un pari quand même assez important. Tandis que du côté de Seattle, Seattle, c'est très très près géographiquement parlant de Vancouver. Là, donc, on avait déjà un fanbase de hockey quand même important du côté de Seattle. Fait que, très honnêtement, c'est une belle façon, je trouve, qu'ils ont de bâtir leur organisation. On va passer un peu en revue l'équipe de façon générale et vous allez voir que c'est pas une équipe qui est extraordinaire, mais qui a quand même réussi à faire vivre des beaux moments à leurs partisans. Et ça, ben, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, on revient avec le directeur général Ron Francis et l'entraîneur-chef Dave Axtell. Axtell. Alors, Dave Axtell, dans son cas à lui, ben, il a vraiment créé une unité, une organisation. Dans le fond, chaque joueur a un rôle à jouer, puis on se sent bien identifié là-dedans. Fait que, c'est ce qui permet que tous les joueurs sont capables de s'identifier à l'équipe et à ce moment-là, à pousser un petit peu plus. Pour ce qui est de la saison l'année passée, ben, on a vu un gars comme exemple Daniel Sprong, un joueur de 26 ans, qui avait littéralement doublé sa production, 46 points en 66 matchs pour ce qui est de Daniel Sprong. De son côté à lui, par contre, il va continuer sa carrière du côté de Détroit. On avait aussi, Yanni Gourde qui a connu des séries de fous. Dans le cas de Yanni Gourde, on parle de 13 points en 14 matchs en séries éliminatoires. Matty Benier qui a connu vraiment une excellente saison. Vince Dunn qui s'est révélé la saison passée. Fait qu'il y a eu quand même quelques éléments individuels intéressants du côté de Seattle, malgré le fait qu'on a eu des performances qui étaient moyennes au niveau de la ligue. Donc le Kraken de Seattle en 2022-23, c'est 46 victoires, 28 défaites, 8 défaites en prolongation. Donc 46 victoires pour 36 défaites. 100 points, on a fait les séries un peu par la peau des fesses. 7e au niveau de la conférence de l'Ouest et sinon 12e au niveau de la Ligue nationale. Une moyenne de buts marqués quand même de 3,52, ce qui est excellent. On est la 4e meilleure attaque de la Ligue. Et c'est là où je vous dis c'est intéressant parce que vraiment, un peu toutes les lignes sont capables de produire dans cette organisation-là. Donc, il n'y a pas nécessairement de gros pointeurs. Tu sais, 70 points, il est ici. 70 points, c'est le maximum. C'est le meilleur pointeur. C'est Jared McCann. Mais, tu sais, il n'y a pas trois quatre gars de 100 points. Et c'est quand même la 4e meilleure attaque de la ligue. Donc, on comprend la logique. C'est qu'un peu tout le monde est capable de compter. Donc, comme je vous dis, il y a plusieurs joueurs qui sont situés entre un gauge de 15 buts à 25 buts du côté de Seattle. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Une moyenne de buts encaissés de 3,07, c'est pas vargeux. On est 15e dans la ligue. Et là, au niveau des unités spéciales, on est vraiment pas fort. On est à 19,8% en avantage numérique et 76,7% en désavantage numérique. C'est la 21e équipe pour les deux. Donc, en avantage numérique et en désavantage numérique, on est 21e dans la Ligue nationale. Fait que ça, c'était vraiment pas excellent. Mais bon, quand même, on a réussi à faire les séries éliminatoires. C'est ça qui est l'important. On s'est rendu jusqu'en deuxième ronde contre les Stars de Dallas. Point positif, on a donné du fil à retordre. On a étiré ça jusqu'en 7. Dans le cas des Stars de Dallas, on parle d'une équipe qu'on voyait comme étant contender à la Coupe Stanley. Donc, je pense que c'est tout en leur honneur. On a réussi à sortir l'Avalanche Colorado qui était les champions de la saison d'avant. Et on a réussi à tirer le plus possible la seconde ronde contre les Stars de Dallas. Mais on n'a pas fait la grande révélation que les Golden Knights avaient faite il y a de ça quelques années. Le meilleur en termes de but
aurait été Jared McCann avec quand même 40 buts. Là. Ça, c'est quand même très impressionnant parce que Jared McCann, 40 buts et 70 points. Il finit au premier rang aussi des pointeurs pour son organisation. Le meilleur défenseur a été Vince Dunn. Vince Dunn qui, lui, a éclaté la saison passée. 81 matchs, 64 points plus 28 pour ce qui est de Vince Dunn. Donc, dans le cas de Vince Dunn, il a connu évidemment sa meilleure saison, autant au niveau des buts, des assists et des points. 14 buts, 50 assists pour 64 points pour ce qui est de Vince Dunn, qui évoluait anciennement du côté de Saint-Louis. Mais du côté de Saint-Louis, c'est un petit peu plus compact, mettons, au niveau de la défensive. C'était plus difficile de faire sa place, tandis que là, il a vraiment eu toutes ses opportunités. Et on est assez conservateur. Ça, on va voir ça là, du côté de Seattle. On est assez conservateur dans nos lignes et nos pairings. Puis ça, c'est peut-être qu'il a trouvé aussi un pairing qui est pour lui avantageux. Fait que bref, ça peut toujours être intéressant. Maintenant, je vais vous inviter sur le site alacoupe.ca pour aller voir les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez le Kraken de Seattle. On a quand même quelques espoirs, même si c'est une équipe qui n'a pas nécessairement beaucoup de repêchage à son actif encore, puisqu'elle est très jeune. Il y a quelques espoirs qui pourraient faire la LNH dès cette saison. Alors ça, c'est toujours intéressant d'aller voir. Le texte a été signé par notre chroniqueur Anthony Saint-Amand, disponible sur le site alacoupe.ca. Alors évidemment, le premier espoir, on le connaît bien à Montréal, on en a beaucoup entendu parler. C'est Shane Wright, un joueur de centre de 19 ans, joueur de première ronde en 2022. Shane Wright, en tant que tel, a relativement bien paru au niveau international. Il a relativement bien paru au niveau de la Ligue de l'Ontario. Au niveau de la Ligue de l'Ontario, c'est 20 matchs, 15 buts, 22 passes pour 37 points pour ce qui est de Shane Wright. C'est un joueur qu'on dit comme étant un bon fabricant de jeu et un gars qui est responsable dans les deux zones. Dans son cas, à lui, on a même réussi à obtenir une permission spéciale, le Kraken de Seattle, pour pouvoir permettre à Shane Wright d'évoluer au niveau de la Ligue américaine cette saison. Alors, au lieu d'avoir à le renvoyer au niveau junior, ce qui devrait théoriquement être le cas, parce que le junior canadien, en fait, les joueurs sont obligés de se rapporter à leur club. Ils ne peuvent pas jouer dans la Ligue américaine s'ils sont encore en âge d'aller jouer junior, c'est-à-dire jusqu'à 20 ans. Alors, dans le cas de Shane Wright, théoriquement, il restait encore une saison à évoluer au niveau junior avant de pouvoir aller dans la Ligue américaine. Mais le Kraken a fait une demande à CHL et la demande a été acceptée parce qu'il a commencé à jouer junior à l'âge de 15 ans, 16 ans, quelque chose de même. En tout cas, il a commencé comme plutôt un an plus tôt au niveau junior. Fait que c'est ce qui lui a permis à ce moment-là de pouvoir comme finir son stage junior un an plus tôt. Donc, dans le cas de Shane Wright, il va pouvoir jouer du côté de Coachella, quelque chose comme ça. Là. Donc, il va pouvoir jouer dans la Ligue américaine du Kraken de Seattle la saison prochaine. C'est un joueur de centre qu'on connaît bien à Montréal. On en a beaucoup entendu parler. Alors, on l'attend avec beaucoup d'impatience, mais je pense honnêtement que d'après moi, on va commencer dans la Ligue américaine pour ce qui est de Shane Wright. C'est mon opinion. Par la suite, on va y aller avec Ty Carty. Dans son cas, lui, c'est un ailier gauche de 22 ans. Il est non repêché pour ce qui est de Carty. Je ne sais pas comment prononcer son nom. Cortai, I guess. So, dans le cas de Ty Cortai, un ailier gauche de 22 ans non repêché, il a évolué au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. 72 matchs, 28 buts, 29 passes, 57 points quand même. C'était sa première saison professionnelle. Avant ça, il joue au niveau junior canadien pour ce qui est de Cortai, en tout cas. Donc, ça a été une bonne saison au niveau de la production offensive pour ce qui est de Carter, pour ce qui est de sa première saison au niveau de la Ligue américaine, donc au niveau professionnel. C'est un joueur qu'on dit être très rapide et très effectif au niveau de son échec avant. Et on va terminer le tout avec Riker Evans, un défenseur de 21 ans, choix de deuxième ronde en 2021. Pour plus de détails sur cet espoir-là, je vous invite sur le site alacoupe.ca, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez le Kraken de Seattle. Un texte signé par notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. Également, je vous invite aussi sur le site alacoupe.ca pour la toute première édition du dossier pré-saison LNH disponible en téléchargement gratuit. Vous avez le survol des 32 organisations ainsi que tous les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH, toutes réunies dans un seul et même beau magazine. Et le téléchargement, il est gratuit. Le dossier pré-saison LNH à la coupe en téléchargement gratuit sur alacoupe.ca. Maintenant, on va y aller avec une projection de ce qui est l'alignement. Et là, c'est là où je vous disais, on est un peu conservateur du côté du Kraken. C'est qu'on a utilisé certaines lignes à haute fréquence la saison passée et je pense qu'on va continuer avec cette ligne-là, dont entre autres celle qui a tellement bien fonctionné, celle de Jared McCann, Matty Benier et Jordan Eberle. Fait que dans le cas ici de Jared McCann, ben écoute, on a réussi à battre des records personnels pour ce qui est de McCann, 70 points en 79 matchs la saison dernière. On a connu une excellente saison, meilleur buteur, meilleur pointeur de son organisation. Ça l'a vraiment très bien été. Et dans le cas de Matty Beniers, ben écoute, rien de moins que recrue de l'année. Donc, on a remporté le trophée Calder pour ce qui est de Matty Beniers. 57 points en 80 matchs à sa première saison professionnelle. Dans son cas, lui, il évoluait anciennement du côté des collèges américains. Et on sait, là, les gars qui sortent du collège américain, on dirait qu'ils s'adaptent plus rapidement là, depuis une couple d'années à la LNH. Dans son cas, à lui, ça l'a relativement bien été pour ce qui est de sa première... Ben, ça l'a très bien été pour sa première saison, mais je veux dire, l'adaptation s'est relativement bien passée. Alors, c'est ce qui fait qu'il a réussi à s'établir au niveau de sa
production offensive. Bon, maintenant, c'est sûr que sa production n'a pas été stable toute la saison. Il y a eu des up and down pour ce qui est de Matty Beniers. C'est un gars qui est capable de jouer quand même dans les deux zones, mais c'est un gars qui est capable d'avoir une très forte production offensive. Ça devrait théoriquement être leur premier centre pour les années à venir et probablement que Shane Wright serait leur second centre pour les années à venir du côté de Seattle. Qu'on fait jouer avec Jordan Eberle, 63 points, 82 matchs pour ce qui est de Jordan Eberle. Une bonne saison pour lui, ça faisait une couple de saisons qui c'était peut-être un petit peu plus compliqué au niveau offensif. Fait que ça l'a fait du bien pour ce qui est de Jordan Eberle. Puis ça a été la ligne d'attaque la plus souvent utilisée là, avec la plus haute fréquence du côté de Seattle la saison dernière. Fait que j'ai décidé de revenir avec cette ligne d'attaque-là. Par la suite, on va y aller avec la deuxième ligne. C'est Schwartz que j'ai mis ici à la gauche, 40 points en 71 matchs pour ce qui est de Jaden Schwartz. Donc, pour sa part, Schwartz... C'est une saison qui était quand même plus ou moins dans ses standards. Donc, on n'a pas vraiment battu de record ou quoi que ce soit. Donc, bref, c'est une saison qui était correcte pour ce qui est de lui. Par la suite, on va y aller au 5 avec Wenberg, 38 points en 82 matchs la saison dernière. Et j'y vais avec Barakowski du côté de l'aile droite, 39 points en 49 matchs. Il connaissait une bonne saison avant de se blesser pour ce qui est de Barakowski. Mais 39 points en 49 matchs, c'est quand même... ça allait relativement bien. Donc, encore là, c'est ça, vous le voyez, la production, 40-31 points, 38-48, 39-45. La production est à peu près similaire à la ligne 2 et 3, ça s'interchange sans trop de problèmes. Là, je vais y aller ici avec Eli Tolvainen. Dans le cas de Tolvainen, dis-je bien, Eli Tolvainen, lui, évoluait du côté des Prédateurs de Nashville. Puis il a été réclamé au balotage par le Kraken de Seattle. Et ça l'a bien fonctionné le temps qu'il a été avec le Kraken de Seattle. Dans son cas, à lui, c'était un petit peu long à développer là, du côté de Nashville. Pour ce qui est de... Avec le Kraken, c'est 27 points en 48 matchs. Fait que on va chercher plus qu'un point par deux matchs, donc une saison qui serait supérieure quand même à une quarantaine de points. Pour ce qui est d'un jeune joueur quand même, là, parce qu'on parle d'un gars de 24 ans, c'est bon. En tant que tel, on voit la différence au niveau de la production offensive versus ce qu'on avait du côté de Nashville. Du côté de Nashville, on a juste abandonné sur lui finalement. Qu'on fait jouer ici avec Yanni Gourde, 48 points en 81 matchs l'année passée, qu'on connaît bien. Yanni Gourde, un joueur québécois, qui est capable de jouer à toutes les positions offensivement, donc un gars qui est capable de jouer au centre, à l'aile, peu importe. Puis c'est un gars qui a beaucoup d'énergie, qui est capable de produire offensivement. Donc, on aime la dynamique de Yanni Gourde, qu'on fait jouer avec Bjorkstrand. Dans son cas, lui, c'est 45 points en 81 matchs la saison dernière du côté de Seattle. Alors, comme on peut remarquer, c'est que mes deux lignes 2 et 3, comme je vous ai mentionné, sont interchangeables. Donc, c'est-à-dire que la ligne de Gourde pourrait être la deuxième, puis Wenberg pourrait être la troisième. Ça ne serait pas un problème. Mais en termes de temps d'utilisation, on tourne à peu près aux alentours des 17 et 16 minutes. Là, fait on est à peu près dans le même gauge. Là. Matty Beniers doit être aux alentours de 17 minutes. Wenberg Gourde aux alentours de 17 ou fin 16 minutes. Fait qu'on a vraiment des utilisations assez similaires de nos lignes. On a de l'air de vraiment bien jongler avec nos lignes au lieu de donner beaucoup de temps à une ligne puis beaucoup moins à d'autres. T'sais. Donc ça, c'est bien réparti du côté de Seattle, ce qui fait que tous les joueurs peuvent se faire valoir, puis ça, c'est pas tant un problème. En termes de quatrième ligne, j'ai été avec Tanev, le joueur au mock-shot. Bon, 35 points en 82 matchs, un joueur d'énergie, on se le cachera pas. C'est un gars qui est capable de provoquer. C'est un joueur qui aime bien agacer, j'aimerais dire. Même, hein, il avait envoyé un petit bec à une fan de l'Avalanche Colorado. Qu'on fait jouer avec Bellemare. Bellemare, qui est un vétéran de vétéran, là, 38 ans pour ce qui est du français. 13 points en 73 matchs la saison dernière du côté de Tampa Bay pour ce qui est de Bellemare. Et un nouvel arrivant ici, c'est Kyler Yamamoto. C'est 25 points en 58 matchs la saison dernière du côté des Oilers de Edmonton. Yamamoto, c'est un joueur très dynamique, petit, pas très gros non plus. Il pèse comme 150 quelques livres. Là. Il est vraiment pas gros. En fait, il a ma shape finalement. Il mesure comme 5 pieds 8, 5 pieds 9, 150 quelques livres. Fait que, franchement, j'aurais peur face à des gars de 6 pieds 4. Je me dis, il est courageux quand même de jouer comme ça. Mais c'est un joueur qui est capable de provoquer des choses offensivement et qui est surtout explosif parce qu'il est rapide à son accélération. Fait que ça, c'est un ajout qui peut être intéressant parce que c'est un gars qui serait capable de jouer sur son troisième trio sans trop de problème aussi. Tant aussi longtemps qu'il ne se fait pas trop brasser, c'est ça qui est important. Et en termes de scratch, j'y étais avec Ty Carter. Dans son cas à lui, vu qu'il a évolué au niveau de la Ligue américaine l'année passée, au lieu de Shane Wright qui lui était au niveau junior, je me dis il y a plus de chances lui de commencer l'année dans la LNH que Shane Wright qui probablement lui va se rapporter au niveau de la Ligue américaine. Au niveau des défenseurs, là, cette fois-ci, j'ai été avec un pairing qui a été plus que fréquent, 28,9% de fréquence d'utilisation. Adam Larson avec Vince Dunn. Fait que ça l'a super bien été la saison dernière pour les deux gars. Dans le cas d'Adam Larson, c'est 33 points en 82 matchs l'année passée et Vince Dunn, 64 points en 81 matchs l'année passée. C'est des gars qui s'entendent bien, qui sont capables de se retrouver sur la patinoire. Fait que je vois pas vraiment d'intérêt de couper ça. Je vois pas d'intérêt de changer ça. Fait que moi, je me dis, c'est un pairing
efficace, qu'on aime, et on va le garder ensemble. Vince Dunn, c'est un défenseur que j'aime bien d'ailleurs. Par la suite, en termes de deuxième page, j'y vais avec Jamie Olisiak. Dans son cas, lui, c'est 25 points en 75 matchs la saison dernière, et je le fais jouer avec Schultz. 34 points en 73 matchs du côté de Schultz la saison dernière. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on a une défensive qui est quand même vétérane. Tu sais, il y avait Olisiak 30 ans, Schultz 33 ans. Puis même le nouvel ajout ici, 32 ans. Fait que c'est ça, on a mi-vingtaine, 26, 26, 26. Puis après ça, 30, 33, 32. Fait que, on a une défensive dans son prime du côté de Seattle. Une défensive dans son prime. On a acquis du côté des agents libres. Je me rappelle pas. En tout cas, donc Brian Dumoulin qui lui évoluait du côté des Penguins de Pittsburgh la saison dernière, 25 points, 82 matchs. C'est un défenseur essentiellement plus défensif de profondeur. Donc c'est pas nécessairement un défenseur dit d'impact, mais quand même c'est une addition intéressante qu'on a fait là, du côté du Kraken, parce que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, malgré le fait qu'il a 32 ans. Ben 32 ans, non, il a beaucoup d'expérience. Et qu'on fait jouer avec Bergen, 26 ans pour ce qui est de Bergen, 20 points en 82 matchs la saison dernière. Et j'ai décidé de couper Megna, dans son cas, lui a été acquis en fin de saison. Probablement autour de la date limite. Parce qu'avant, il était du côté de San Jose maintenant. Puis c'est ça, il est arrivé en fin de saison là, avec le Kraken de Seattle. Il a presque pas joué avec le Kraken. Je pense qu'il a joué moins de 10 matchs avec le Kraken de Seattle. Fait que moi, j'y vais avec Megna Scratch. Maintenant, au niveau des gardiens de but. Là, on sait, dans le cas de Martin Jones, qui était là l'année dernière, il y a pas, tu sais, c'est lui peut-être qui avait le plus de départs, mais il en reste pas moins qu'il n'a pas tout cassé en tant que gardien de but dit partant là, chez Kraken de Seattle. Donc bref, dans le cas de Martin Jones, on continue notre carrière du côté de Toronto. Et là, ben, on a un gars qui revient, et c'est Chris Drager. Dans le cas de Chris Drager, lui, il avait quitté la saison dernière. Au championnat du monde, il avait eu une déchirure du ligament croisé, ce qui lui a fait manquer un très gros bout de saison. Mais là, il devrait théoriquement jouer. Cette saison, il devrait théoriquement être de retour, Chris Drager. Alors, en termes de partant, on va retourner avec Philippe Grobauer. La saison dernière, c'est 39 matchs, 2,85 de moyenne, 895 d'efficacité. Disons qu'on aimerait qu'il retourne dans les 900, comme quand il était au Colorado. C'est peu probable que ça l'arrive, parce que depuis qu'il est à Seattle, il n'atteint pas le 900, mais on ne sait jamais. Donc, on aimerait bien que Grobauer retrouve ses standards du Colorado, mais on s'entend que c'est pas la même équipe qui est devant non plus, là, tu sais. Mais bon, 895, ça a été une saison coup-ci, coup-ça, c'était pas quelque chose d'exceptionnel. Mais même Martin Jones, il avait pas connu une super saison non plus, là. 48 matchs, 2,99, 887. Fait que c'est ça. 887, ça n'a pas été bien plus fort du côté de Martin Jones. En termes d'auxiliaire, j'y vais avec Chris Drager, qu'on a connu un petit peu du côté des Panthers de la Floride. Lui, a joué un petit peu dans la Ligue américaine quand il est en début de saison. Parce qu'il a joué un petit peu dans la Ligue américaine la saison dernière, Chris Drager. 14 matchs, 2,61 de moyenne, 908 d'efficacité. Donc ça a quand même relativement bien été. Au niveau international, ça avait super bien été. Je pense qu'il était dans les 915, 920 d'efficacité. Mais blessure, il y a eu, puis ça l'a mis fin à sa saison. Donc bref, ça l'a compliqué un peu les choses. Mais là, normalement, il se sent bien. Donc il devrait être de retour cette saison. Et par la suite, on a Joey Daccord en termes de troisième gardien de but. Un gardien de but de 27 ans pour ce qui est de Daccord. La saison dernière, au niveau de la Ligue nationale, c'est 5 matchs. 3,15 de moyenne, 900 d'efficacité. Il a évolué essentiellement au niveau de la Ligue américaine pour ce qui est de Dakar. 38 matchs, 2,38, 918 d'efficacité. Alors, du côté du Kraken de Seattle, on a fait quelques acquisitions du Moulin, Bellemare, Yamamoto. Donc, il y a quelques acquisitions qui rentrent dans l'alignement. On a perdu évidemment Sprong qui avait connu quand même un bon bout de saison la saison dernière. On a perdu Martin Jones aussi. Donc, tu sais, il y a certains départs, mais je pense que ce pas des départs qui vont nécessairement être hyper coûteux dans la mesure où l'organisation a une belle profondeur. Donc, d'après moi, là, le Kraken de Seattle s'en va dans le bon sens. Un gars comme Matty Benier va être à sa deuxième saison. Puis ça, ben, à ce moment-là, je me dis, la deuxième saison, des fois, il y a un petit ralentissement. On a des jeunes qui pourraient très bien rentrer dans l'alignement dès cette année là, du côté de Seattle. Puis ça, ben, ça peut être des gars qui vont pousser les vétérans qu'on a déjà au niveau de l'organisation. Alors, selon moi, là, c'est une organisation qui courait pour une place en série la saison dernière. D'après moi, ils vont encore courir pour une place en série. Il n'y a pas nécessairement eu de méga changements, mais tu as eu quand même des grosses saisons de la part de certains joueurs. Puis je ne sais pas si on va être capable. Est-ce que McCann va être capable de retourner à peu près un point par match? Tu sais, si Matty Beniers il passe à 70 points, ben, il y a des chances que Jordan Eberle et McCann se maintiennent. Tu sais. Donc, est-ce qu'on va être capable de se maintenir à ce niveau-là? Je pense qu'il y a des chances, tu sais, mais bon, est-ce qu'on va être capable de se maintenir? Est-ce que Vince Dunn va répéter encore une saison de 60 points et plus? C'est quelque chose qu'on va avoir des réponses très prochainement, mais de mon côté, moi, je pense quand même que le Kraken de Seattle, c'est une organisation qui va continuer pour courir pour une place en série. Je pense pas qu'on est confortable en série du côté de Seattle, mais un coup qu'on est en série avec la
profondeur qu'on a, on peut en surprendre plus d'un encore cette année. Alors moi, je suis assez confiant pour ce qui est du Kraken de Seattle. D'après moi, on court pour une place en série. Alors d'après vous, est-ce que le Kraken de Seattle, c'est une organisation qui manque assurément les séries? Est-ce qu'ils sont confortables en série ou ils courent pour une place en série? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas de donner un petit j'aime à la vidéo et ainsi que de partager, puisque le maximum d'hockey fan qu'on est, le meilleur que c'est. On s'abonne à ma chaîne YouTube et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2023-2024 de la LNH. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye.